Bonjour à tous. Dans la séance d'aujourd'hui, notre objectif va être d'aborder le traitement des signaux aléatoires par le biais d'une vidéo qui vient en complément du chapitre 4 du polycopier. Donc dans la première partie de la vidéo, nous essaierons de présenter quelques applications pratiques qui justifient l'introduction d'aléatoires en traitement du signal. La seconde partie de la vidéo se concentrera un peu plus sur les aspects mathématiques proprement dits de la théorie. Et la troisième et dernière partie sera un petit peu plus applicative, avec une application du traitement des signaux aléatoires à la problématique du débruitage. Jusqu'à présent, dans le cadre de ce cours, nous avons toujours implicitement considéré que les signaux que nous étudions étaient des signaux déterministes. En pratique, cependant, on constate que de nombreuses classes de signaux vont se caractériser par une très forte variabilité intrinsèque. Prenons ainsi l'exemple d'un relevé de température annuel. Donc la courbe qui est présentée sur le transparent correspond à des relevés quotidiens de température au cours des années 2017 à 2019 en France. Donc on constate que si certaines tendances se dégagent assez clairement, il fait notamment plus chaud en été qu'en hiver par exemple, on observe tout de même une forte variabilité des températures pour un même jour. Un dernier point qu'il est intéressant d'observer, c'est que les températures sont corrélées entre elles. En d'autres termes, la température d'un jour n plus 1 est généralement assez proche de celle du jour n qui précède. À ce stade, il est assez intéressant de rappeler que tout l'objet finalement du traitement du signal, c'est de déterminer des représentations pertinentes des signaux étudiés, c'est-à-dire des représentations qui soient suffisamment générales pour être adaptées à toute une classe de signaux et qui permettent facilement de caractériser et transformer un signal donné. Donc dans le cas des signaux aléatoires, pour capturer toute la variabilité d'un signal, il est intéressant de s'appuyer sur une modélisation probabiliste de ce signal et de le représenter comme une séquence de variables aléatoires xn. On va avoir donc x0, x1, x2 jusqu'à plus l'infini. Une manière commode d'interpréter l'indice n est par exemple de le considérer comme un temps. Donc une telle séquence va être appelée un processus aléatoire ou un processus stochastique. Donc dans l'exemple du relevé de température que j'ai évoqué précédemment, pour capturer la variabilité des températures, on peut représenter le relevé comme une suite de variables aléatoires corrélées entre elles, dont l'espérance et la variance vont être fixées en fonction de l'indice n. Dans ce cadre, on peut se poser la question suivante. Lorsqu'on modélise un signal par un processus aléatoire, que va signifier caractériser ce signal? En d'autres termes, quelles sont les quantités mathématiques qui vont nous permettre de connaître au mieux le signal? Donc, si vous avez encore un vague souvenir du cours de probabilité du premier semestre, vous devez normalement vous rappeler qu'une variable aléatoire est caractérisée par ce qu'on appelle sa loi de probabilité. Donc ici, nous sommes en train de représenter nos signaux comme des séquences de variables aléatoires. Il est donc naturel de caractériser un signal par la loi conjointe de toutes les variables aléatoires de la séquence qui le caractérise. Donc la loi de probabilité du processus aléatoire va donc être donnée par P de x0, x1, etc. Et ça va être égal à la probabilité jointe que x0 appartient à l'intervalle A0, B0, avec bien sûr B0 supérieur à A0. Xn appartient à l'intervalle AN, Bn, et ainsi de suite. Donc je voudrais ici faire une remarque importante. Donc, les variables aléatoires de la séquence ne vont en général pas être indépendantes, tout au moins dans le cas général. Par conséquent, la loi de probabilité jointe qu'on considère n'est pas le simple produit des lois de probabilité de la séquence prises individuellement. Au contraire, la loi de probabilité du processus aléatoire va capturer toutes les corrélations qu'on a entre variables aléatoires de la séquence. Donc un exemple classique de processus aléatoire est donné par ce qu'on appelle une marche aléatoire. Une marche aléatoire est en fait une séquence de variables aléatoires telle que la première de ces variables aléatoires, donc x0, prend une valeur arbitraire, ici fixée à 0, et on a ensuite une définition de la marche par récurrence. Donc on va avoir xn plus 1 qui va être égal à xn plus 1 avec probabilité 1,5 ou xn moins 1 avec probabilité 1,5 également. Donc la marche aléatoire décrit un phénomène probabiliste, mais pour lequel existe par définition de très fortes corrélations entre variables d'indice proches. Donc on vient de voir que la connaissance de la loi de probabilité d'un processus aléatoire permet de caractériser entièrement ce processus. En pratique, cependant, il est quasiment impossible de déterminer cette loi à partir des observations qu'on peut avoir du signal. En effet,
on va n'observer généralement qu'un nombre très limité de réalisations, voire même une unique réalisation dans certains cas. Si on prend l'exemple de la téléphonie, par exemple, donc les signaux de parole sont des signaux qui sont vraiment très typiques des signaux aléatoires, et dans une transmission téléphonique, le signal qu'on cherche à transmettre, on ne va l'entendre qu'une seule fois. Donc en conséquence, plutôt que de chercher vainement à déterminer la loi de probabilité d'un signal, on va plutôt s'attacher à estimer un certain nombre de statistiques du signal, comme l'espérance ou la variance des différents xn, ou encore les covariances entre couples de variables aléatoires de la séquence, et ce, souvent au prix d'hypothèses simplificatrices assez fortes sur le signal, comme on va le voir dans la suite de l'exposé. Donc ces différentes notions seront détaillées dans la deuxième partie de la séance. Une autre approche possible, et assez classique en traitement du signal aléatoire, c'est qu'on dispose souvent d'un modèle paramétrique pour la classe de signaux considérés. Donc dans ce cas, on va essayer d'estimer au mieux les paramètres du modèle à partir des quelques réalisations observées du signal. Dans tous les cas, les outils statistiques d'estimation vont avoir une importance primordiale pour l'étude des signaux aléatoires. Donc l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de présenter les notions statistiques de base qui sont généralement employées pour le traitement des signaux aléatoires. Au préalable, et pour essayer de motiver l'exposé, j'aimerais cependant rapidement discuter deux exemples, celui des traitements des signaux de parole en téléphonie et l'exemple du débruitage de signaux. Donc les signaux de parole sont un exemple typique de classe de signaux aléatoires. La même phrase, prononcée par deux locuteurs différents, va ainsi se traduire par des signaux très différents. En pratique, il existe des modèles paramétriques assez performants qui permettent de représenter un signal de voix, et je vais essayer de rapidement décrire, mais de manière évidemment très simplifiée, les grandes lignes de ces techniques. Donc pour encoder un signal de voix dans des applications de téléphonie, par exemple, le principe va être de découper le signal en tronçons très courts, puis de transmettre les paramètres du modèle de voix tel qu'estimé sur ce tronçon. Donc vous pouvez observer sur le transparent un signal de voix qui correspond à la prononciation de quelques mots. À première vue, le signal qu'on observe n'a pas l'air extrêmement structuré. Néanmoins, si on zoome sur un intervalle de temps très petit, très court, comme on le voit sur le second graphe, donc le second graphe zoome sur un intervalle de temps de 4 centièmes de seconde environ, on peut noter que le signal observé semble presque stationnaire. Donc, en s'appuyant sur des techniques empruntées à l'analyse de Fourier, il va être a priori possible de correctement encoder le signal. Passons maintenant au modèle de parole lui-même. Donc la production d'un signal de parole s'effectue schématiquement en 3 étapes. Donc dans un premier temps, les poumons vont compresser et envoyer de l'air dans le larynx. Le larynx va émettre dans un second temps un signal d'excitation qui va se propager dans le conduit vocal. Et enfin, le conduit vocal va se déformer au passage du signal, ce qui va achever sa production. Donc, d'un point de vue mathématique, le signal d'excitation qui est émis par le larynx correspond à ce qu'on appelle un train d'onde. Donc vous avez l'expression mathématique de ce signal sur le slide. En gros, ce signal il se caractérise par une suite d'ondes au support très resserré, donc des ondes très étalées, notamment devant le paramètre T, et ces ondes elles se répètent à une certaine période qui est donnée par ce paramètre grand T qu'on appelle le pitch. Donc le pitch correspond en fait à la période d'excitation du larynx. Si on fait ensuite un peu de physique, on peut montrer que sur un laps de temps très court, l'effet du conduit vocal est relativement bien modélisé par l'application d'un filtre au train d'onde. Donc on a un signal de parole qui correspond en fait au produit de convolution entre un filtre H et le train d'onde F, et ce filtre H il est caractérisé par une transformation en Z qui a la forme présentée sur le transparent, et qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Donc ici, ces paramètres, ce sont A0, A1 jusqu'à AP. Donc en pratique, le problème qui se pose si on souhaite encoder un signal de parole, ça va être, pour chaque tronçon du signal, d'effectuer une estimation statistique à la fois du pitch et des paramètres du filtre, et ce, à partir d'une unique réalisation. Donc nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce problème dans le dernier TP du cours. Un autre exemple qui me paraît intéressant de présenter est celui du débruitage. En général, lorsqu'on effectue la mesure d'un signal, ce dernier contient un certain nombre d'informations non désirables qui sont liées à des processus physiques mal maîtrisés qui viennent perturber le processus de mesure.
Donc on peut par exemple, pour une mesure optique, évoquer le problème des reflets, le problème des aberrations optiques, ou encore, si on se place dans le cadre de l'imagerie satellitaire, le problème d'éventuelles perturbations atmosphériques. Donc il est en général extrêmement difficile de modéliser le bruit d'un point de vue physique. Donc il y a énormément d'inconnus dans la provenance du bruit. D'où en fait l'intérêt d'employer des méthodes probabilistes qui vont être les seules à même de prendre en compte la variabilité observée des situations rencontrées. Donc en estimant suffisamment bien certaines caractéristiques du bruit à partir de méthodes statistiques, il est possible de proposer des procédures, comme le filtrage de Wiener, qui permettent de nettoyer entre guillemets le signal. Donc nous aborderons cette problématique dans la dernière partie de la séance. Donc l'objectif de la seconde partie de cette vidéo est d'introduire quelques outils mathématiques qui permettent d'étudier les signaux aléatoires. Donc commençons par définir un certain nombre de notions. Donc, comme on l'a vu dans la partie précédente, il peut être intéressant de modéliser un signal aléatoire comme étant une réalisation d'un processus stochastique discret. Cependant, d'un point de vue mathématique, comment peut-on définir un processus aléatoire discret? Donc en fait, un processus discret à valeur dans R va simplement être une suite de variables aléatoires, xn, donc n étant un indice dans l'ensemble des entiers relatifs, défini sur un espace de probabilité qu'on va noter oméga p. Donc comme on l'a vu précédemment, un processus discret est caractérisé par ce qu'on appelle sa loi de probabilité. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur cette notion qu'on a eu l'occasion d'explorer dans la première partie de la vidéo. Donc une autre notion fondamentale qu'on vient d'introduire, c'est celle de stationnarité. Un processus discret va être dit stationnaire lorsque sa loi de probabilité est indépendante de l'indice considéré. Donc en termes mathématiques, si le processus xn, donc où n parcourt z, est stationnaire, alors sa loi de probabilité va être invariante par translation. Donc d'un point de vue mathématique, ça se traduit par la propriété qui est énoncée sur le transparent. La probabilité que x de n1 appartienne à a1, b1 jusqu'à x de nk appartient à ak, bk, ça va être égal à la probabilité que p de x1 plus p appartienne également à a1, b1 et que x de nk plus p appartienne à ak, bk. Donc l'idée, c'est donc cette formule, elle est vraie pour p, pour tout p et k entiers relatifs, et elle dit en fait que la loi du processus qu'on considère est invariant par translation. On note que avec cette propriété, tous les xn pris individuellement ont la même loi de probabilité. De la même manière, toutes les probabilités conditionnelles p de xn plus 1 sachant xn vont nécessairement être égales, etc., etc., etc. Dans tout ce chapitre, sauf mention du contraire, nous allons considérer comme stationnaires tous les stylos étudiés. Donc une conséquence immédiate de la stationnarité va être que la moyenne du signal ne dépend jamais de l'indice n considéré. Donc passons maintenant à la notion de réalisation. Donc une réalisation d'un processus discret aléatoire, c'est tout simplement un signal discret qui recense les valeurs prises par les variables aléatoires dans un cas précis, et dans un cas précis uniquement. Donc il faut bien faire attention à distinguer les notions de réalisation et de processus aléatoire. Donc prenons ainsi l'exemple de la marche aléatoire. Donc, pour rappel, c'est un processus aléatoire tel que x0 soit égal à 0 et tel que la variable xn plus 1 est égale à xn plus ou moins 1 avec une probabilité 1,5. Et on voit qu'une marche aléatoire peut générer différentes réalisations qui sont un petit peu recensées pour les 3 premières valeurs de la séquence dans la partie droite du transparent. Donc nous allons enfin introduire une notion fondamentale qui est celle d'autocovariance d'un signal. Donc cette notion va en fait permettre de caractériser les corrélations entre les valeurs que prend le signal à des indices distincts. Donc voilà la définition de l'autocorrélation. Donc soit xn, un processus discret à valeur réelle, alors l'autocovariance du signal va être la fonction telle que définie sur le transparent, qui va correspondre en fait à l'espérance du produit xp moins la moyenne fois xq moins la moyenne de q. Une chose intéressante à noter, lorsque q est égal à p, l'autocovariance va simplement correspondre à la variance de la variable aléatoire xp. En pratique, la fonction d'autocorrélation permet de capturer les corrélations entre deux valeurs du signal considérées à des instants distincts. Donc la fonction d'autocovariance est ce qu'on appelle une statistique d'ordre 2 du signal, puisqu'elle permet
d'établir un lien entre deux variables aléatoires qui appartiennent au signal. Donc on peut noter de façon immédiate que pour un signal stationnaire, l'autocovariance ne va finalement dépendre que de la différence d'indice P-Q. On a la covariance de XP et de XQ qui est égale à l'autocovariance en P-Q. Et donc, on peut se demander en quoi la notion d'autocovariance est importante. Donc en pratique, lors de l'analyse d'un signal, on ne dispose dans la plupart des cas que d'une seule réalisation du processus. Dans ce contexte, compte tenu de la faible quantité d'informations disponibles, il est complètement irréaliste de chercher à déterminer la loi de probabilité complète du processus. Donc en pratique, on va se limiter à estimer les statistiques d'ordre 2 du processus, que sont sa moyenne et son autocovariance, et ce à l'aide d'estimateurs statistiques. Donc ça nous conduit à introduire une nouvelle définition qui est un peu plus large que celle de la stationnarité au sens large. Donc un signal Xn va être dit stationnaire au sens large si sa moyenne et son autocovariance sont indépendantes de l'indice n. Donc il est possible pour un signal d'être stationnaire au sens large sans être stationnaire, l'inverse étant bien évidemment faux. Et l'idée c'est qu'on essaye d'élargir un petit peu la classe des signaux stationnaires pour considérer des signaux qui ont les mêmes corrélations moyennes en fonction du temps. Donc à ce stade, j'espère ne pas trop vous avoir assommé de définition, et donc je vais essayer de vous montrer comment les notions qui viennent d'être introduites permettent en pratique d'étudier des signaux aléatoires. Donc en général, le problème qui va se poser, c'est celui de l'estimation de l'autocovariance d'un signal donné. Donc l'idée générale, c'est que on estime que si on connaît l'autocovariance d'un signal aléatoire, alors on aura à peu près caractérisé ce signal et on pourra trouver de bonnes manières de le représenter ou de le transformer plus facilement. Avant d'aborder la question de l'estimation de l'autocovariance, je voudrais juste faire un rapide détour sur la notion d'estimateur statistique qui doit être relativement nouvelle pour vous. Donc un estimateur statistique est défini de la manière suivante. Donc soit oméga A, P, un espace de probabilité, donc oméga est le nom de l'espace, A c'est la sigma algèbre sous-jacente, P la densité de probabilité sur cet espace. Et donc supposons que nous disposions d'une réalisation d'un processus stationnaire grand X et que nous cherchions à déterminer un paramètre θ qui dépend directement de la loi de X. Donc un estimateur statistique va en fait être une fonction qui fait correspondre à une réalisation possible d'un processus stationnaire, un paramètre θ tilde, appelé estimé ou estimation du paramètre θ. Donc dans ce contexte, on va définir le biais de l'estimateur θ tilde comme étant la quantité correspondant à l'espérance de θ tilde moins θ. Donc ici, l'espérance, elle est prise sur l'espace des réalisations possibles du processus. Donc en particulier, on va dire qu'un estimateur est sans biais lorsque l'espérance de θ tilde est égale à θ. Donc j'insiste bien sur un point ici, un estimateur statistique se calcule non pas sur un processus stationnaire lui-même, qui n'est de toute façon pas forcément connu, mais sur une ou plusieurs réalisations de ce processus. Donc à titre d'exemple, je vous propose de considérer rapidement un problème d'estimation très simple, où on considère que notre processus aléatoire est une séquence de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la même loi x exponentielle de paramètres lambda inconnus. D'accord ? Donc pour rappel, la loi exponentielle est une loi de probabilité à valeur positive qui est caractérisée par la densité P de x est égale lambda fois exponentielle de moins lambda x. Et ce pour tout x positif ou nul. La densité de probabilité n'est pas définie pour x négatif. Donc la séquence qui suit, donc qui est représentée sur le transparent, correspond à une réalisation du processus. Donc si on fait un calcul rapide, on peut voir que l'espérance de x est tout simplement égale à 1 sur lambda. Et donc, une méthode qui permet d'estimer le paramètre lambda va être de prendre la moyenne empirique de x sur la réalisation observée et de considérer justement l'inverse. Donc c'est ce qui est fait pour l'estimation du paramètre de loi. Donc dans le cas présent, on va trouver lambda est égal à 0,44. Donc on vient en fait de construire un estimateur statistique, c'est-à-dire une fonction qui, à partir d'une réalisation d'un processus aléatoire, permet d'estimer les paramètres de ce même processus. Donc à titre d'information, le paramètre lambda qu'on avait utilisé dans cet exemple pour générer les données était égal à 0,5. Donc on voit qu'on a estimé lambda à 0,44, donc on n'est pas forcément très très loin. Évidemment, en prenant une quantité d'exemples un peu plus large,
on aurait significativement amélioré la qualité de l'estimation. Donc revenons maintenant au cas des signaux aléatoires. On souhaite ici principalement estimer deux caractéristiques du signal, sa moyenne et son autocovariance. Donc commençons par l'estimation de la moyenne. Donc supposons qu'on ait une réalisation d'un processus stationnaire aléatoire grand X. Donc on peut estimer la moyenne du signal par sa moyenne empirique, qui va être notée mutilde est égal à 1 sur n, fois la somme pour n est égal à 0 à n-1 des xn, donc c'est-à-dire des éléments de la séquence pour la réalisation. Ici, grand N va être le nombre d'éléments dans la réalisation. Donc la moyenne empirique est un estimateur non biaisé. Si on prend l'espérance de mutilde, on va voir qu'on tombe exactement sur la moyenne. Donc outre la moyenne, il est également important de pouvoir estimer l'autocovariance d'un processus stationnaire, ce qui va permettre de caractériser les corrélations entre couples de variables aléatoires du processus. Donc partant d'une réalisation d'un processus stationnaire aléatoire grand X, il est possible d'estimer l'autocovariance de X à partir de la moyenne empirique. Donc l'estimation va être donnée à partir de la formule qu'on voit sur le transparent, et cette fois-ci, on peut noter que l'estimateur est biaisé. Donc ça peut être un calcul intéressant à faire, donc je vous laisse aller regarder dans le polycopier et peut-être essayer tout seul de le faire. Donc intéressons-nous de plus près à l'erreur d'estimation qu'on fait à partir de cette formule. Déjà, premier point, comment peut-on définir la notion d'erreur d'estimation ? Donc pour rester dans un cadre probabiliste, une bonne manière de faire est de considérer la moyenne des erreurs quadratiques commises lors de l'estimation. Plus précisément, si on note R de x, la vraie autocovariance du processus stochastique, et R tilde de x, une estimation de Rx obtenue à partir d'une réalisation quelconque, on peut quantifier leur différence en utilisant la distance quadratique R tilde de x au point K moins Rx de K. Donc, est-ce que cela suffit à complètement caractériser l'erreur d'estimation ? Donc, dans les faits, non, puisque l'erreur dépend ici d'une réalisation unique du processus grand X. Donc, pour gommer cette dépendance vis-à-vis de la réalisation, on prendra généralement la moyenne de l'erreur quadratique pour l'ensemble des réalisations possibles de grand X. Donc, dans ce cas, petite remarque, si notre processus est supposé ergodique, donc je vais revenir sur cette notion tout de suite, on considérera que l'estimation effectuée sur une seule réalisation du processus permet d'estimer l'autocovariance. Donc je voudrais enfin énoncer un résultat important qui concerne l'erreur d'estimation, qui doit normalement vous évoquer quelques souvenirs du cours de machine learning. Ce résultat s'appelle la décomposition biais-variance. Donc plus précisément, on note que l'erreur quadratique associée à l'estimateur de l'autocovariance est en fait la somme d'un terme qui correspond au biais au carré. Donc ce terme apparaît au deuxième membre à droite de l'équation sur le transparent. Donc on voit que ce terme, c'est vraiment la différence moyenne entre les espérances, et de la variance intrinsèque de l'estimateur. Donc la démonstration de ce résultat est très simple et constitue aussi un bon exercice à faire soi-même. En fait, il suffit d'ajouter et de soustraire l'espérance de l'autocovariance dans l'expression portée au carré dans le membre de gauche, puis de développer l'expression obtenue de l'erreur quadratique moyenne. Donc, on a vu dans l'exemple de la loi exponentielle que la précision de l'estimation dépendait très fortement du nombre d'observations. Il est donc assez légitime de se poser la question suivante: de combien de réalisations d'un processus stochastique a-t-on besoin pour pouvoir estimer une statistique de ce processus ? Donc, la notion d'ergodicité tente de répondre à cette question. Donc, un processus aléatoire stationnaire va être dit ergodique pour la moyenne si la variance de la moyenne empirique tend vers 0 lorsque le nombre n d'observations augmente. Donc en pratique, pour un processus ergodique, l'étude d'une unique réalisation du signal va permettre de déterminer la moyenne. La proposition qui suit va permettre de caractériser l'ergodicité d'un processus en la liant aux propriétés de décroissance de la fonction d'autocovariance. Donc, un processus stationnaire va être ergodique pour la moyenne si et seulement si la condition énoncée sur le transparent est vérifiée. Donc, dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas rentrer dans le détail de la démonstration de ce résultat, qui est détaillé dans le polycopier. Cependant, que nous dit cette proposition ? En fait, on peut noter dans un premier temps que la question de l'ergodicité d'un processus aléatoire stationnaire est intimement liée à la décroissance de sa fonction de covariance. Un processus aléatoire ne sera ainsi ergodique que si l'autocovariance décroît suffisamment vite à l'infini. Donc rappelons que l'autocovariance d'un processus aléatoire caractérise les corrélations pouvant exister entre couples de variables aléatoires du processus.
Donc si des corrélations de très longue portée existent dans le signal, on voit qu'il est très difficile de les capturer à partir d'une unique réalisation d'un point de vue statistique. Par contre, inversement, si on a des corrélations de très faible portée, sur un échantillon de signal suffisamment long, on va pouvoir moyenner entre ces différentes corrélations et parfaitement bien les caractériser d'un point de vue statistique. Donc c'est vraiment toute l'idée qu'il y a derrière la notion d'ergodicité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de passer plus de 20 minutes sans mentionner la transformée de Fourier, ce qui est plutôt inhabituel pour un cours de traitement du signal. Rassurez-vous, il y a un lien très fort entre la transformée de Fourier et l'autocovariance d'un signal. Donc pour certaines applications, comme le débruitage, il est par exemple très intéressant d'étudier un signal aléatoire d'un point de vue fréquentiel par le biais de la notion de densité de puissance spectrale que je vais présenter dans le slide qui vient. Donc dans la présentation que je vais faire ici, on va se placer dans un cas simplifié où on suppose que le signal aléatoire grand X que nous étudions est périodique, de période grand N et de moyenne nulle. Donc on peut facilement se ramener dans ce cas-là en périodisant artificiellement le signal s'il est à support fini. Donc dans ce contexte, on peut estimer l'autocovariance via la relation qui est inscrite sur le slide. Et en revenant tout simplement à la définition, la transformée de Fourier en temps discret de l'autocovariance Rx prend la forme suivante donnée par le slide. Donc avec un calcul très simple, en inversant l'ordre des sommations, on arrive à trouver finalement que la transformée de Fourier en temps discret de Rx est simplement égale en fait à la puissance spectrale du signal pris à la fréquence grand K. Donc on a Rx de exponentielle de i oméga k qui va être égal à la transformée de Fourier de x évaluée en k, le tout au carré. Et donc c'est une quantité qui est évidemment positive. Donc ça nous conduit à introduire la définition suivante, donc qui est la définition de la densité de puissance spectrale. Donc soit grand X, un processus aléatoire stationnaire discret de fonction d'autocovariance Rx, alors la fonction de la variable réelle oméga définie comme sur le transparent est appelée densité de puissance spectrale du processus, et c'est une quantité qui est toujours positive ou nulle pour tout oméga appartenant à R et pour tout entier petit m. Donc la définition est bien valable pour n'importe quel processus aléatoire stationnaire discret grand X, même non périodique. Donc je vous invite à regarder dans le polycopier pour une démonstration de la positivité des coefficients de Fourier dans le cas général. Et en pratique, on peut se demander quelle est l'utilité de la notion de puissance spectrale. Donc en fait, cette notion a deux grands intérêts. En premier lieu, elle offre un moyen alternatif d'estimer l'autocovariance d'un processus stochastique. En second lieu, elle permet de définir et caractériser certaines classes de signaux aléatoires d'un point de vue fréquentiel, comme par exemple les bruits blancs. Donc un bruit blanc gaussien est par exemple la réalisation d'un processus aléatoire dont la puissance spectrale est donnée par une fonction gaussienne de moyenne nulle et de variance sigma carré strictement positive. Donc dans la dernière partie de cette séance, nous allons nous intéresser à la question du filtrage d'un signal aléatoire contaminé par un bruit. Donc en général, lorsqu'on mesure un signal, ce dernier contient des informations non désirables qui sont liées à des processus physiques mal maîtrisés. Et ces processus physiques mal maîtrisés viennent en fait perturber le processus de mesure. Donc c'est le cas si on a des reflets sur des images, des aberrations optiques, ou encore des perturbations atmosphériques, par exemple, dans le cas d'imagerie satellitaire. Donc il est en général extrêmement difficile de modéliser le bruit d'un point de vue physique, d'où en fait l'intérêt d'employer des méthodes probabilistes qui vont être les seules à même de prendre en compte la variabilité observée des situations rencontrées. Donc d'un point de vue mathématique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser un signal bruité grand S comme la somme du signal réel X et d'un bruit aléatoire grand B. Donc on va avoir S de n est égal à Xn, donc le signal réel, plus Bn, un bruit. Et nous allons considérer en fait que le signal réel et le bruit sont deux réalisations indépendantes de processus stationnaires indépendants. Donc dans tout ce qui suit, pour simplifier les différents calculs, on va supposer, quitte à considérer le signal centré x moins son espérance, que l'espérance de x est nulle en fait. Donc d'un point de vue statistique, que cherche-t-on à faire en fait quand on veut débruiter un signal ? Eh bien, c'est tout simple, on cherche, connaissant une réalisation du signal bruité S, à construire un estimateur Y du signal réel grand X.
Donc mathématiquement, le problème du débruitage va donc consister à déterminer un opérateur qu'on va appeler y de s. Donc cet opérateur va être défini sur l'espace des réalisations du signal bruité. Et on veut que cet opérateur minimise une distance bien choisie entre le signal estimé y de s et le signal réel grand X. Donc le choix de la distance va se porter en général sur l'erreur quadratique moyenne, donc l'espérance de y moins x le tout au carré. D'autres choix sont bien évidemment possibles. Donc on peut commencer par énoncer un premier résultat qui est très général mais parfois difficile à exploiter en pratique. Donc ce résultat, c'est une proposition que vous avez peut-être vue en sciences des données. Donc l'estimateur statistique qui minimise l'erreur quadratique moyenne est en fait l'espérance conditionnelle. Donc y, donc le meilleur estimateur possible, ça va être l'espérance de x sachant s. Donc pourquoi est-ce que ce résultat peut être difficile à exploiter en pratique ? Eh bien en fait, l'expression de l'espérance conditionnelle est en général une fonction non linéaire des données observées qui va être très difficile à évaluer. Donc une idée potentielle pour contourner ce problème est d'essayer de se restreindre à un ensemble plus petit d'estimateurs, et en particulier celui des estimateurs linéaires. Donc c'est l'idée qu'il y a derrière le filtrage de Wiener. Donc plus précisément en fait, le filtrage de Wiener va chercher à déterminer le filtre linéaire qui minimise l'erreur quadratique moyenne. En utilisant la notion de densité de puissance spectrale, on peut montrer, donc je vous laisse regarder le polycopier pour ça, que le filtrage de Wiener peut s'exprimer de manière relativement simple comme un simple produit dans le domaine fréquentiel. Donc plus précisément, le théorème de Wiener énonce le résultat suivant. Donc l'estimateur linéaire qui minimise l'erreur quadratique moyenne est donné par le produit de convolution du signal bruité grand S avec un filtre petit h tel que la densité de puissance spectrale de filtre h soit donnée pour tout oméga appartenant à R par h de exponentielle de i oméga est égal au ratio entre d'une part la densité de puissance spectrale du signal bruité et d'autre part la somme de la densité de puissance spectrale du signal bruité et du bruit. Donc dans l'espace de Fourier, notre filtrage en fait il va simplement consister à faire le produit entre la transformée de Fourier du signal bruité et ce filtre H. On peut faire plusieurs commentaires sur le résultat. Donc, il est particulièrement intéressant d'écrire la procédure de filtrage dans l'espace de Fourier. En effet, si on adopte un point de vue fréquentiel, il est relativement facile d'interpréter l'action du filtre de Wiener. Aux fréquences oméga telles que la densité de puissance spectrale du signal observé est grande devant celle du bruit, c'est-à-dire aux fréquences pour lesquelles le ratio signal sur bruit est grand, la valeur de la densité de puissance spectrale du filtre est proche de 1, et donc le contenu fréquentiel est en fait très peu modifié. A l'inverse, les fréquences pour lesquelles le ratio signal sur bruit est faible vont être très fortement atténuées lors de l'opération de filtrage. Donc on notera par ailleurs que pour pouvoir appliquer le théorème de Wiener, il est nécessaire de disposer d'un modèle statistique du bruit. Donc en pratique, on modélisera souvent le bruit par un modèle de bruit blanc, et toute la difficulté va donc être d'estimer les principales caractéristiques statistiques du bruit, ce qui nous ramène en fait aux outils qui ont été introduits dans la seconde partie de la présentation. Donc on va achever ici cette séance qui sera suivie d'un TP qui permettra une implémentation en pratique du filtrage de Wiener. D'ici là, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la séance de TP.